Avoir un cerveau sans limite, c'est une idée fascinante, hein. On l'a tous vu dans les films, et petit à petit, cette fiction a commencé à s'infiltrer dans notre réalité. L'idée qu'une simple petite pilule pourrait déverrouiller tout notre potentiel, c'est devenu une vraie quête pour beaucoup de monde. Mais bon, laissons la fiction de côté une petite seconde. La question est simple au fond. Est-ce qu'une pilule peut réellement nous rendre plus intelligents, plus concentrés, plus créatifs? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors commençons par le début, la promesse. Qu'est-ce qu'on nous vend exactement avec ces fameuses pilules intelligentes? Qu'est-ce qui fait que tant de gens sont séduits? Leur vrai nom, c'est nootropique, un terme qui a été inventé dans les années 70 par le scientifique qui a créé la toute première de ces substances. L'idée de base, elle est simple mais en même temps assez radicale. Il ne s'agit pas de soigner une maladie, non, mais bien d'améliorer les capacités de personnes qui sont déjà en parfaite santé. Mais attention, derrière ce mot un peu barbare de nootropique, il y a en fait deux univers complètement différents. D'un côté, on trouve les compléments alimentaires souvent vendus comme naturels, qu'on peut acheter un peu partout, et de l'autre, on entre dans une zone beaucoup plus grise et bien plus risquée, le détournement de médicaments très puissants qui normalement sont délivrés sur ordonnance. Et c'est ce deuxième monde qui va nous intéresser parce que c'est là que les choses se corsent. Pour se procurer les substances jugées les plus efficaces, beaucoup de gens se tournent vers un marché parallèle, un marché gris qui fonctionne en dehors de tout contrôle. Cette citation, elle nous plonge directement au cœur du système. Des médicaments comme le modafinil sont fabriqués en Inde, puis vendus comme génériques sur des sites web basés à l'étranger, et enfin livrés directement chez les consommateurs. C'est un marché totalement mondialisé qui passe complètement sous les radars des régulations nationales. Alors, de quoi on parle concrètement? Voici les stars de ce marché gris. On a le méthylphénidate, la fameuse Ritaline. Le modafinil, connu pour aider à rester éveillé. L'adérol, qui est un cocktail d'amphétamine si populaire aux États-Unis, mais tellement puissant qu'en France, il est carrément classé comme stupéfiant. Et bien sûr, le piracétame, l'ancêtre de tous les nootropiques. Mais alors, pourquoi un tel engouement? Pourquoi est-ce que des gens prennent de tels risques pour se procurer ces produits? Eh bien, la réponse, elle tient dans un moteur qu'on connaît tous, la course à la performance. Et cette pression, elle se mesure. Prenons le milieu universitaire par exemple. Ce chiffre donne le vertige. 67% des étudiants se disent stressés. C'est énorme. Un niveau d'anxiété pareil, ça crée forcément un terrain fertile pour la recherche d'une solution miracle, ou du moins une solution perçue comme rapide et efficace. Et derrière les chiffres, il y a des histoires, comme celle de Mike, cet étudiant qui explique avoir pris ces stimulants pour, je cite, contrebalancer le fait de ne pas être un étudiant modèle. On voit bien ici que le but n'est pas forcément de devenir un génie, mais parfois c'est juste pour ne pas se sentir largué. Ok, on a vu le pourquoi. Maintenant, voyons un peu le comment. On va plonger dans notre cerveau pour essayer de comprendre comment ces substances sont censées agir. Alors, tout se passe ici, à une échelle microscopique, au niveau de la synapse. C'est la zone de contact entre deux neurones. Pour que l'information passe, il y a des sortes de messagers chimiques, les neurotransmetteurs. Et c'est justement sur ces messagers que les smart drugs vont venir jouer. Et dans ce grand ballet chimique, il y a trois acteurs principaux. D'abord, la dopamine. C'est le moteur de la motivation, de l'envie. Ensuite, la noradrénaline. C'est l'accélérateur pour la concentration. Et enfin, le GABA. Lui, c'est plutôt le frein, celui qui amène le calme et la maîtrise de soi. En gros, les nootropiques tentent de jouer les chefs d'orchestre pour moduler cette symphonie. Sur le papier, la mécanique semble plutôt logique. Mais il reste une question cruciale, la question qui tue. Est-ce que ça marche vraiment sur un cerveau qui, à la base, fonctionne parfaitement bien? Eh bien, la réponse de la science est très loin d'être un oui clair et net. Les preuves sont mitigées, souvent contradictoires. Au mieux, on parle de gains modestes. Mais le point le plus important et le plus alarmant, il est ailleurs. On n'a quasiment aucune idée des effets sur le long terme de ce bricolage chimique sur un cerveau en bonne santé. Puisque les bénéfices sont incertains, penchons-nous sur ce qui est bien réel par contre, les risques. Parce que de l'autre côté de la médaille, les utilisateurs, eux, rapportent des effets secondaires très concrets. Et là, on tombe sur un paradoxe assez incroyable. L'effet secondaire le plus fréquent, rapporté par quasiment un tiers des utilisateurs, c'est la fatigue et les problèmes de sommeil. C'est fou, non? Le produit qui est censé améliorer la performance finit par saboter la chose la plus essentielle pour y arriver, un bon repos. Après, on trouve aussi la transpiration excessive ou encore les palpitations. Et là, le fossé entre les deux mondes dont on parlait est juste immense. Regardez, à peine 13% des gens qui prennent des compléments simples rapportent des effets secondaires. Mais ce chiffre explose littéralement quand on passe aux médicaments détournés. On grimpe à 33%, et même à plus de 41% pour ceux qui mélangent tout. Le niveau de risque n'a juste rien à voir. Et voici peut-être le chiffre le plus inquiétant de tous. Plus de 6 personnes sur 10 qui consomment ces substances admettent elles-mêmes ne pas être assez informées sur les risques qu'elles prennent.
C'est un énorme signal d'alarme. Ça veut dire qu'une majorité d'utilisateurs naviguent complètement à l'aveugle en jouant aux apprentis sorciers avec la chimie de leur propre cerveau. Tout ça nous ramène donc à notre question de départ. Face à la promesse d'un cerveau amélioré, mais avec des bénéfices super incertains et des risques bien réels, la vraie question n'est finalement pas de savoir si on peut devenir plus performant, mais plutôt à quel prix.